Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de là-haut, d'Amélie Antoine, lu par Emmanuel Lambret. Celui-ci est pour toi, papa. Aucune mère ne correspond jamais à l'idée qu'un enfant se fait de la mère idéale. Et j'imagine que ça marche dans les deux sens. The Handmaid's Tale. Prologue. Septembre 2021. Il n'existe aucun mot assez fort, assez juste, assez précis pour décrire l'odeur qui règne ici. L'odeur qui a envahi chaque parcelle de l'appartement, allant jusqu'à imprégner les murs, les tissus, les objets. Si vous pénétriez dans ce salon impeccablement rangé, vous ne pourriez vous empêcher de porter la main à votre nez. En un geste bien impuissant, vous auriez un mouvement de recul, instinctif, presque primal. Un relent animal provenant du fin fond de votre cerveau reptilien vous soufflerait de déguerpir au plus vite, faisant grimper une peur ancestrale le long de votre colonne vertébrale aussi promptement qu'une bille de flipper. Vous auriez beau ne jamais avoir senti cette odeur de toute votre vie. La bête en vous serait malgré tout aussitôt capable de l'identifier et incapable de l'oublier ensuite. La mort. Au cœur de Lyon, un soleil matinal inonde ce paisible salon situé au 8e et dernier étage d'une résidence agréable. Posé à même le parquet de chêne clair, plusieurs cactus en pot se prélassent dans la lumière, tandis que, sagement alignés dans une élégante vitrine, des dizaines de flacons de parfums miniatures laissent leur contenu ambré scintiller. Si vous étiez là, vous pourriez sentir sur votre peau la douce chaleur, l'apprécier quelques instants en fermant les yeux. Vous songeriez qu'il devait être plaisant de vivre dans cet appartement, de s'installer près de l'immense baie vitrée pour lire ou siroter un verre de vin, de prendre son petit déjeuner sur la terrasse qui surplombe la ville et laisse apercevoir au loin les courbes du Rhône. Au milieu du salon, où seul le tic-tac d'une horloge imperturbable brise le silence, vous ne pourriez manquer l'imposant fauteuil en molleton si taché, si imbibé, que de larges auréoles sombres le défigurent. Le cœur au bord des lèvres, vous auriez sans doute le réflexe, lâche, de détourner la tête, peut-être même de réprimer un cri horrifié. Et puis vous regarderiez à nouveau, presque malgré vous, celle qui gît là depuis des jours et des nuits, qui se sont succédés sans relâche, puisque le monde ne cesse jamais de tourner lorsque quelqu'un meurt. Celle qui repose là depuis trop longtemps, pour que quiconque puisse encore la reconnaître, pour que son visage ressemble encore à celui que l'on aperçoit sur les quelques photos encadrées au mur. Il y a quelques semaines, pourtant, c'était celui d'un être humain. Ses cheveux, ses yeux, son nez, son sourire étaient ceux d'un être humain. Une fois passée l'onde de choc, vous devriez lutter contre l'envie irrépressible de prendre vos jambes à votre cou, de fuir cet endroit en laissant à d'autres que vous le soin de savoir quoi faire. Même si rien dans cette pièce ne parlait de vous, vous ne pourriez pourtant pas empêcher certaines questions de vous assaillir. Des questions terribles, que vous n'auriez jamais pensé vous poser un jour. Est-ce que ça pourrait être moi, là, dans ce fauteuil, mon corps, inerte, vidé, abandonné? Serait-il possible qu'un jour, je quitte la vie de cette manière, sans que personne s'en aperçoive, sans que personne s'inquiète pour moi, sans que personne me cherche? Est-ce que je pourrais me trouver à cette même place, des semaines durant, oubliée de tous, comme si je n'avais jamais existé? Est-ce qu'une telle chose pourrait m'arriver à moi? Il n'existe aucun mot assez fort, assez juste, assez précis pour décrire l'odeur qui règne ici. Il n'en existe pas non plus pour décrire le désespoir que ce doit être d'achever sa vie dans la solitude la plus complète. Première partie. Chapitre 1. Février 2021. Tout en se passant un coton imbibé d'eau micellaire sur le visage, Adélie observe son visage dans le miroir de la salle de bain. Les deux sillons verticaux entre ses sourcils bruns qu'aucune crème antiride n'est parvenue à atténuer. La teinte grisâtre sous ses yeux, comme si quelqu'un s'amusait chaque nuit à y déposer un voile fin de charbon indélébile. Les longs cheveux sel et poivre, car il ne reste plus beaucoup de poivre, depuis qu'elle a pris la difficile décision, il y a déjà quelques années, d'assumer la couleur de sa chevelure plutôt que de continuer à lutter contre le temps qui passe
et emporte avec lui, une à une, les mèches brunes. 53 ans. Vaguement morose, Adélie chuchote ces 4 syllabes sans quitter son reflet du regard. 53 ans. Il est loin le temps où, sur son gâteau d'anniversaire, quelqu'un prenait la peine de disposer les bougies correspondantes à son âge. Il n'y a même plus de gâteau depuis bien longtemps, d'ailleurs. Plus personne pour s'en occuper, il faut croire. À quel point peut-on être responsable de la solitude dans laquelle on se trouve? Voilà la question qui surgit dans son esprit au moment d'éteindre la lumière de la pièce. Sans un bruit sur le parquet, elle se glisse jusqu'à sa chambre. Muriel ne l'a pas appelée aujourd'hui. Elle est pourtant la seule personne de son entourage qui pourrait revendiquer le statut de meilleure amie. Peut-être pensera-t-elle à cet anniversaire sans importance dans quelques jours, ou le mois prochain. Ça m'est complètement sorti de l'esprit, tu sais que je ne retiens jamais les dates, tu ne m'en veux pas, dit. Adélie secoura la tête en riant. Ne laissera rien paraître d'une peine qui ne concerne qu'elle et dont personne n'a à se sentir coupable. Elle se dira qu'elle aurait mieux fait de naître 2 jours plus tard, le 29 février 1968. Au moins, son anniversaire n'aurait eu lieu que tous les 4 ans. Elle aurait dérangé moins de monde. Julia, elle, lui a envoyé un texto vers 21h. Elle aurait pu y songer plus tôt dans la journée, faire l'effort de lui passer un coup de fil, même rapide, c'est vrai. Mais Adélie s'efforce toujours de voir le verre à moitié plein. Sa fille est submergée, entre sa boutique de parapluies et ses jumelles de 2 ans, Iris et Capucine. Elle a pris la peine de lui envoyer un SMS après sa journée de travail, après avoir couché les petites. Voilà ce qu'il faut remarquer. Savoir se réjouir de ce qui est. Sans compter qu'Adélie se doit d'être lucide. Après tout, ce n'est pas comme si elle et sa fille étaient proches. La journée a été émaillée de petites choses faites pour lui rappeler que ce 27 février n'est pas un jour anodin pour elle. Une publicité Yves Rocher l'invitant à se rendre au plus vite en boutique pour découvrir l'incroyable surprise qui lui était réservée. Sur le carton, un paquet recouvert de papier cadeau brillant et entouré de rubans multicolores a essayé de l'appâter. Mais elle a su résister à la tentation. Un SMS d'Optique 2000, où toute l'équipe du magasin du quartier Jean Massé de Lyon lui souhaitait un joyeux anniversaire et lui suggérait de venir admirer la nouvelle collection de lunettes solaires. Un autre du casino de La Rochelle, lui offrant royalement 5 € de jetons pour cette journée spéciale, quand bien même elle n'a mis qu'une seule fois les pieds dans cette ville, il y a des années. Mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir commis l'erreur d'accepter d'être inscrite dans le fichier client pour faire plaisir à l'employé insistant. Depuis, elle a eu beau envoyer « stop » à chaque message inutile, ça n'a jamais servi à rien. À la boulangerie, enfin, la vendeuse a bipé sa carte de fidélité et aussitôt une mélodie stridente de « Happy Birthday » version country a résonné dans tout le magasin. On n'arrête pas le progrès. Non, Adélie n'a pas à se plaindre vraiment. D'autant que son anniversaire tombe le même jour que celui d'un homme qu'elle admire et dont elle suit les aventures depuis des années, Thomas Pesquet. Ils ont précisément 10 ans de différence. Quand on partage quelque chose d'aussi important avec une personnalité qu'on adule, c'est un bonheur qu'il faut savoir apprécier. Combien y avait-il de chances qu'elle et lui naissent le même jour? Adélie n'a jamais été douée en mathématiques, mais elle est malgré tout capable de savoir qu'il n'y en avait qu'une sur 365. Et une chance sur 365 pour elle, c'est comme gagner au loto, ou réussir à attraper du premier coup une peluche à la machine à pince de la fête foraine. Celle qui, de toute façon, est truquée, elle en est certaine. Elle a d'ailleurs récemment vu un reportage sur le sujet à la télévision. Une fois dans sa chambre, elle s'empresse de se glisser sous l'épaisse couette bleu nuit. Il est tard. Le chauffage est baissé à 17 degrés depuis un moment déjà. Son héros n'a de cesse de parler de la fragilité de la Terre, de l'atrocité du réchauffement climatique, et c'est par ces petits gestes qu'Adélie essaie de contribuer à un combat qui la dépasse. Elle ne voudrait pas qu'il puisse avoir honte d'elle, quand bien même ils ne se connaissent pas. Alors tant pis si elle doit grelotter toute la soirée et rester emmitouflée dans un groupe LED jusqu'au moment du coucher. Elle sait pourquoi elle le fait. Dans son lit, Adélie a pris son téléphone et l'imposant livre de photos de la Terre vue de l'espace. Elle aime qu'un de ces clichés impressionnants soit la dernière image à s'imprimer sur sa rétine avant de fermer les yeux. Son rituel est immuable. Lire avec attention les quelques messages que Thomas a pu poster sur les réseaux sociaux dans la journée, puis choisir au hasard une page du livre
pour l'ouvrir en grand sur la place libre à côté d'elle. Sur ce second oreiller qui ne sert plus à grand-chose depuis près de 15 ans. Un instant, elle se demande quelle journée d'anniversaire l'astronaute a eu, lui. Un samedi soir sur la Terre, comme le fredonnerait un chanteur. Il doit être entouré à cette heure précise. Adélie imagine une tablée chaleureuse à Granville-la-Teinturière en Normandie, dans la ferme familiale de son oncle Côme, auprès de ses parents, son frère Baptiste et bien sûr Anne, sa compagne. Avec des cousins, des oncles et tantes et des amis aussi. Ou peut-être a-t-il préféré une fête plus intime, chez ses parents ou chez lui. À moins de 2 mois de son prochain décollage pour la Station spatiale internationale, cet anniversaire doit avoir une saveur particulière. Le goût du départ prochain. Le goût de profiter de chaque instant auprès des êtres qui lui sont chers. Quel gâteau aura été choisi pour fêter ses 43 ans? En 2017, lors de sa première mission dans l'espace, il avait reçu, grâce à la capsule de ravitaillement de SpaceX, des macarons pour fêter ses 39 ans. 7 macarons préparés par Pierre Hermé, qu'il avait dû manger un à un en une seule bouchée, pour ne surtout pas qu'il s'émiette et risque de s'éparpiller dans l'ISS. Adélie sourit en se rappelant la photo qu'il avait postée sur Facebook, en train de jongler avec les biscuits roses en lévitation. Avec la complicité des autres astronautes, Thomas avait aussi reçu son saxophone. Elle l'appelle Thomas, juste par son prénom, comme s'il faisait un peu partie de sa famille. Et à force de lire et de regarder tout ce qui le concerne, c'est un peu le cas, dans son cœur à elle du moins. À 400 kilomètres au-dessus de la Terre, donc, Thomas avait reçu un cadeau pour son anniversaire. Un geste qui signifiait « On pense à toi, on t'aime, tu nous manques ». Peut-être Adélie aurait-elle dû acheter des macarons pour les grignoter ce soir, emmitouflés dans sa couette. Après tout, elle se fiche d'éparpiller des miettes un peu partout. Aucun composant électronique ne risquerait d'être endommagé ici. Et personne ne pourrait être agacé de l'avoir mangé au lit. C'est l'avantage d'être seule. Elle aurait pu acheter un 5 et un 3 en bougie, pour les souffler elle-même en se concentrant sur un vœu. Ou au moins passer chez Picard pour s'offrir un petit pot de glace au nougat hors de prix. Ça ne vaut certes pas la glace plombière, sa préférée, mais elle est quand même délicieuse. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, paraît-il. Avant d'éteindre son téléphone, elle relit le message de Julia, reçu 2 heures auparavant. « Bon anniversaire, maman !» C'est court, presque lapidaire. Mais le point d'exclamation insuffle une note de joie et d'enthousiasme, non? Sa fille aurait pu écrire « Bon anniversaire, maman !» Et ça n'aurait pas du tout sonné pareil, soyons honnêtes. Le pouce d'Adélie est suspendu au-dessus du clavier tactile, attendant les ordres de son cerveau. Elle a fait exprès de ne pas répondre aussitôt, pour ne pas que Julia l'imagine scotchée à son téléphone à attendre un mot de sa part. Elle préfère que sa fille la pense occupée à fêter son anniversaire avec des amis, prise dans des conversations joyeuses qui l'empêchent de répondre du tac au tac. C'est mieux ainsi, beaucoup mieux. C'est ça être parent. Donner le change, en permanence, dans n'importe quelle circonstance. Après quelques secondes d'hésitation, son pouce gauche commence à tapoter l'écran. « Merci beaucoup, ma chérie », pianote-t-elle lentement, sans doute pour se laisser le temps de trouver autre chose à dire. Mais, comme rien ne vient, elle se contente d'appuyer sur « Envoyer ». L'essentiel, c'est d'avoir pensé à mettre un point d'exclamation. Chapitre 2. Mars 2021. C'est mon père qui m'a offert ce bon cadeau pour Noël. De toute évidence, il trouvait ça très drôle, explique l'étudiant aux petites lunettes rondes, pendant que Julia encaisse le parapluie bleu marine qu'il a choisi en moins de 5 minutes. Il suffit de cette petite phrase anodine pour que, aussitôt, la bonne humeur de la jeune femme s'évanouisse, aspirée dans un gouffre de mélancolie. Il faut dire que, question cadeau décevant et impersonnel, elle en connaît un rayon. Comme Julia reste silencieuse, le jeune homme émet un petit rire gêné et ajoute « Je me suis installé à Biarritz il y a quelques mois, alors mon père s'est dit que j'aurais forcément besoin d'un parapluie de qualité, vous voyez. J'aurais préféré un bon pour des cours de surf, mais ce n'est pas moi qui ai choisi, donc... » Cette fois-ci, Julia fait l'effort d'esquisser un sourire affable pour signifier à son client qu'elle a compris son histoire. Il ne voulait pas de parapluie. Il en a quand même eu un.
Elle aimerait se montrer compatissante, ou même simplement amusée, mais sans qu'elle sache expliquer pourquoi, c'est au-dessus de ses forces. Combien a-t-elle de cadeaux de Noël ou d'anniversaire qui s'entassent au fond de ses placards? Combien de présents inutiles, absurdes, inexplicables, qui lui ont fait plus de peine qu'autre chose lorsqu'elle les a reçus? Pendant des années, sa mère lui a offert à chaque Noël une boussole. Julia n'avait même pas besoin d'ouvrir le petit paquet carré pour deviner ce qu'il contenait. « C'est pour compléter ta collection !» s'exclamait Adélie d'un air réjoui, certaine d'avoir comme toujours fait le bon choix. Jamais elle ne s'est demandé où pouvaient bien être exposées ces précieuses boussoles, où pouvait bien se trouver cette fameuse collection. Si elle avait ne serait-ce que posé la question, Julia aurait pourtant aussitôt avoué la vérité. Les boussoles s'entassaient pêle-mêle dans un carton rangé sous son lit. Bien au fond, presque inaccessible. Carton que Julia s'escrimait à sortir une fois par an, après le réveillon, pour y ajouter ce nouveau spécimen. Si sa mère avait ne serait-ce que posé la question, Julia lui aurait expliqué que cette collection n'avait plus aucun sens depuis bien longtemps. Qu'elle l'avait commencée parce que son père lui avait offert sa première boussole, une en laiton doré dénichée sur un marché artisanal en bord de mer pendant des vacances d'été. Elle avait à peine eu le temps d'en posséder 2 ou 3 que son père avait déguerpi pour toujours, et la collection n'avait plus eu le moindre intérêt sans lui. Mais ça, sa mère, ne l'avait jamais compris, encore moins deviné. Elle s'était contentée de lui offrir une nouvelle boussole tous les ans, persuadée de savoir comment faire le bonheur de sa fille. « Au moins votre père ne vous fera cette blague qu'une seule fois », laisse échapper Julia, tandis que le jeune homme range son portefeuille dans la poche intérieure de son manteau. « Pardon ?» demande-t-il avec étonnement. « Eh bien, oui, on peut supposer que l'année prochaine, il vous offrira autre chose, que vous n'aurez pas un bon pour un parapluie à chaque Noël, » explique Julia, plus amère qu'elle ne le voudrait. L'étudiant fronce les sourcils, perplexe devant cette froideur, mais n'insiste pas. Dehors, la pluie est drue. Un plic-ploc féroce martèle les baies vitrées de la boutique. « Je crois qu'il va servir tout de suite », sourit-il en guise d'au revoir. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'ouvrir à l'intérieur. » Julia hoche la tête sans répondre. À quelques mètres d'elle, sa collègue et associée Blandine prend la peine de souhaiter une bonne journée à l'étudiant avant qu'il referme la porte derrière lui. Au moins, ce Noël-ci, elle n'a pas reçu de nouvelles boussoles, songe Julia, en se rendant dans l'arrière-boutique pour déballer les derniers cartons de parapluies reçus. Non, cette année, à la place, sa mère lui a offert un cadeau d'un égoïsme rare, si inattendu, que Julia a eu beaucoup de mal à plaquer un sourire factice sur son visage au moment de découvrir le contenu de l'enveloppe. Bon pour un vol 0G. Voilà ce que sa mère avait écrit sur le papier écru cartonné. « C'est quoi un vol 0G ?» avait interrogé Jeanne, son mari, après s'être rendu compte que Julia était trop interloquée pour poser elle-même la question. Aussitôt, les yeux d'Adélie s'étaient éclairés, de cette lueur d'excitation que Julia, au fil des ans, n'avait jamais réussi à comprendre. Avec le débit enthousiaste d'un commentateur de foot, elle avait expliqué de quoi il s'agissait. « C'est une expérience hors du commun, Julia, quelque chose que tu auras la chance de faire une seule fois dans ta vie. Il s'agit d'un avion spécial qui effectue des vols paraboliques pour recréer la pesanteur. Durant un court moment, tu flottes comme si tu étais dans l'espace. Est-ce que tu imagines ?» Julia avait secoué la tête. Non seulement elle n'imaginait pas, mais elle n'avait aucune envie de visualiser cette expérience sans queue ni tête. Sa mère n'avait pas pris ombrage de son manque de réaction. Au contraire. Pas déstabilisée le moins du monde, elle s'était tournée vers Jeanne pour poursuivre son exposé. Au départ, ces vols sont conçus pour mener des expériences scientifiques impossibles à réaliser sur Terre, et aussi pour que les astronautes puissent expérimenter la pesanteur et avoir une idée de ce qui les attend quand ils iront dans l'espace. Thomas Pesquet a fait son premier vol 0G en 2010, 6 ans avant de partir pour sa première mission. Mais il y a aussi des vols pour les gens lambda, et je me suis dit que ce serait un moment incroyable à partager toutes les deux, avait-elle ajouté, en pivotant à nouveau vers Julia, le regard plein d'espoir. « Mais pourquoi tu m'offres ça à moi ?» avait fini par demander Julia, sans prêter attention au regard désapprobateur de son mari. « C'est toi qui es obsédée par ce type, pas moi !» La jeune femme avait croisé les bras dans un mouvement de fermeture instinctif.
Les mots « Thomas Pesquet », prononcés à voix haute, produisaient chez sa mère le même effet que quand ses filles de 2 ans entendaient le mot « bonbon ». Une excitation aussi inégalée que disproportionnée. Inexplicable. Un instant, sa mère avait vacillé, mais elle s'était vite reprise, refusant de se laisser abattre par le scepticisme de Julia. Jeanne avait posé la main sur le genou de son épouse, un geste silencieux pour tenter de lui faire comprendre qu'elle devait respecter le cadeau de sa mère, quand bien même il ne lui plaisait pas. Sa main sur son genou, ça voulait dire « C'est ta mère, Julia, celle qui t'a mise au monde, qui t'a élevée, et tu lui dois une déférence inconditionnelle. » Agacée, Julia avait dégagé sa jambe sans rien dire, et Jeanne avait poussé un soupir discret. J'avais envie de partager ça avec toi, c'est tout. Tu ne vois pas bien ce dont il s'agit pour l'instant, mais je vais te montrer des vidéos et, crois-moi, tu auras aussi hâte que moi d'y être. » avait renchéri sa mère, toute heureuse. Julia n'avait pas su dire si elle jouait la comédie du bonheur ou si, vraiment, elle était aveugle à son manque d'entrain, à son amertume. Adélie était toujours si volubile, si fantasque, qu'il était difficile de faire la part des choses. Sans doute sa mère se sentait-elle tout simplement ravie à la perspective de ce vol en apesanteur, et que ça emportait tout le reste, comme toujours. Julia aplatit les cartons vides pour les entasser dans un coin jusqu'au passage des éboueurs le lendemain matin. Elle déteste que l'arrière-boutique se transforme en capharnaüm. Tout compte fait, elle aurait préféré que sa mère lui offre un bon pour un parapluie à Noël. Ou même une boussole, après tout. N'importe quoi qu'elle aurait pu se contenter de remiser et d'oublier sous son lit. Pas une activité rocambolesque à faire en tête-à-tête avec elle en novembre prochain. Flotter dans un avion à 8500 mètres d'altitude, en ayant l'impression que son cœur remonte dans sa gorge pour se faire la malle. Quelle idée! Comment était-il possible que sa mère la connaisse si peu, qu'elle soit une telle étrangère pour elle? Il y a quelques jours, elle a mis près de 2 heures à répondre au message que Julia lui avait envoyé pour son anniversaire. 2 heures pour se contenter d'un ridicule « merci beaucoup ». Ou comment lui faire comprendre de manière implicite le peu d'importance qu'elle a à ses yeux. À 28 ans, Julia voudrait réussir à être, une bonne fois pour toutes, indifférente à cette relation si bancale qu'elle en devient inexistante. Mais il faut croire qu'on ne parvient jamais totalement à faire une croix sur les parents qu'on aurait voulu avoir. Il faut croire que l'enfant en nous ne cesse jamais totalement d'espérer et d'être déçu. Chapitre 3. Ça a commencé l'été dernier avec rien. 3 fois rien. Le petit doigt de sa main gauche qui était de temps à autre, comme engourdi par le froid, alors qu'il ne faisait pas froid. Cette sensation désagréable à l'intérieur de son auriculaire, la même que celle que l'on peut éprouver en restant longtemps à jouer dans la neige sans gants pour se protéger. Adélie enroulait la paume de sa main droite autour de ce doigt étrangement gelé, dans l'espoir que ça passe. Voilà comment tout a débuté, par un détail insignifiant dont on ne fait pas cas, mais qui, au fil des semaines, des mois, finit par être impossible à ignorer. Un détail qui s'est répandu dans toute la main, comme si son sang se figeait dans ses veines. D'apparence, rien n'a changé. Au début, du moins. Personne ne s'était rendu compte de quoi que ce soit. Ce n'était qu'une sorte de faiblesse passagère, rien de plus. À Noël, elle est parvenue à accueillir Julia, son mari et ses jumelles, et à faire tant bien que mal illusion. Certes, il lui est arrivé plusieurs fois de laisser tomber des choses, des plats qui lui ont échappé des mains, de la vaisselle rattrapée in extremis. « Qu'est-ce que tu es maladroite, maman? Tu es amoureuse en ce moment ?» l'a taquinée sa fille. Adélie n'aurait pas su dire si cette question était complice ou cruelle. Alors elle s'est contentée de secouer la tête en souriant. Elle a tenu bon pour qu'il passe un beau réveillon. La veille de leur départ, ça a été au tour de son pied droit de s'ankyloser, de s'engourdir sans raison, au point de la faire claudiquer. Heureusement, Julia ne s'est aperçue de rien. Sa seule remarque a été de s'étonner qu'Adélie délaisse ses talons hauts pour une paire de baskets, elle qui ne mettait jamais de chaussures plates. C'est à ce moment-là que son médecin généraliste, pourtant pas inquiet le moins du monde jusque-là, lui a prescrit une batterie d'examens pour la rassurer. Depuis le début de l'année, Adélie a donc enchaîné les rendez-vous un à un, docile, tranquille même. Tout ça pour finir dans cette grande pièce impersonnelle, en face d'un homme aux cheveux coiffés en brosse
qui pourrait avoir l'âge de sa fille et qui a l'air d'estimer qu'il suffit d'1 ou 2 reproductions de Chagall pour égayer des murs blancs aussi tristes qu'un ciel plombé. Le regard d'Adélie est posé sur les lèvres qui bougent dans un rythme rapide, mais ses yeux ne voient plus rien. Elle a déconnecté, le temps que le silence revienne. Comme elle est polie, elle n'interrompt pas le médecin. Elle le laisse achever ses explications même si les syllabes flottent une à une dans l'air sans faire sens. Des bulles de savon. À dire vrai, le cerveau d'Adélie s'est débranché aux mots inéluctable et incurable. Elle a compris que tout ce qui viendrait s'ajouter après n'aurait pas grand intérêt, que ce ne serait que de la décoration, de l'enrobage pour faire oublier les adjectifs en forme d'écharde. Pourtant, elle se sent étrangement sereine, presque soulagée. Le diagnostic est posé. Fini les questions et les doutes lancinants. Fini l'attente dans le brouillard à se demander si ce qu'elle a est grave ou non. Maintenant, elle sait. Et puis, pour être honnête, au fond d'elle-même, c'est comme si elle savait depuis le début. Depuis la toute première fois où son petit doigt a flanché. Elle savait. Après les fêtes, quand elle a rangé tous ses escarpins au fond de sa penderie pour aller acheter une paire de bottines plates avec fermeture éclair, elle savait que ses talons hauts ne ressortiraient plus de l'armoire, et aussi que, désormais, mieux valait éviter les lacets. Plus qu'un pressentiment, une certitude. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Aucune touche pour rembobiner. En face d'elle, le flot de paroles se tarit. Adélie force ses yeux à faire de nouveau le point sur le visage compatissant. « Vous comprenez ce que je vous explique, madame ?» Elle a envie de demander au médecin de ne pas l'appeler « madame ». Sans qu'elle sache pourquoi, ça lui fait l'effet d'une gifle cinglante. Ses lèvres s'étirent en un mince sourire. Puis Adélie accomplit l'effort surhumain de hocher la tête, une seule fois, de façon presque imperceptible. Oui, elle comprend très bien. De l'autre côté du grand bureau en bois laqué, le jeune homme en blouse blanche se gratte le menton, sans doute uniquement pour se donner une contenance vu qu'il s'est rasé de près. Puis ses lèvres s'ouvrent encore, et Adélie s'évade à nouveau, ailleurs. Elle est consciente de ce qui l'attend à présent. Même si elle n'écoute pas les mots du médecin, elle sent qu'il s'imprime malgré tout en elle, et qu'en sortant de ce cabinet, elle saura tout ce qu'elle doit savoir. Alors, en attendant que le discours contrit s'achève, elle pense à Thomas, sans doute en plein préparatif pour son départ le mois prochain. Pendant des années, il a été entraîné à savoir comment réagir dans n'importe quelle situation imprévue à bord de la Station spatiale internationale. Il connaît toutes les procédures d'urgence à appliquer en cas de danger. Il sait quoi faire si un incendie se déclenche, si l'air devient empoisonné, si une brèche de la paroi cause une perte de l'atmosphère interne. Il sait quoi faire. Il a répété les scénarios des dizaines, peut-être même des centaines de fois durant ses années d'entraînement. Alors, comment se comporterait-il, lui, s'il était assis sur cette chaise en ce moment même? Écouterait-il avec attention toutes les explications médicales ou laisserait-il son esprit divaguer? Poserait-il une avalanche de questions pour cerner chaque aspect du problème, mieux connaître son ennemi? Chercherait-il toutes les possibilités existantes et même inexistantes pour lutter? Ou se contenterait-il d'échanger une poignée de main ferme avec le neurologue qui signifierait « Bon boulot, vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais maintenant nos chemins vont se séparer ». Serait-il sous le choc, paralysé, en colère, angoissé? Se départirait-il de son flegme à toute épreuve, ou serait-il égal à lui-même? « Je suis désolé d'être le messager de si mauvaises nouvelles », murmure le jeune homme, en la fixant d'un regard appuyé. Malgré une mine qu'il veut apitoyer, Adélie comprend que le rendez-vous est terminé. Il y en a d'autres, dans la salle d'attente, qui patientent et s'ennuient, puisqu'il n'y a plus le moindre magazine à feuilleter. Il aura fallu une épidémie mondiale de Covid pour qu'enfin les Paris Match et Voici des années 1990 disparaissent. L'air sans doute un peu perdu. Elle se lève, demande si c'est bien à l'accueil qu'elle doit régler la consultation. L'issue est connue. Il n'y a aucun mystère. Depuis 7 mois qu'elle se pose des questions et qu'elle pressent le malheur, son esprit a eu le temps de s'habituer. Elle n'a jamais été du genre à s'épancher outre mesure, et il ne lui serait pas venu à l'idée de partager ses doutes et ses angoisses avec Julia. Mais, à présent, elle sait que tout va changer. Elle va devoir se décider à parler à sa fille, à un moment ou à un autre. Pas tout de suite,
le plus tard possible même. Tant qu'elle garde pour elle le verdict de ce médecin, c'est un peu comme si cette maladie stupide n'était pas réelle. Elle reste inconsistante, floue. Parler, c'est faire exister. Comment réagira Julia? Mal, forcément. Elle réagit toujours mal. Il faut repousser l'échéance le plus loin possible. De toute manière, sa fille et elle ne se voient pas régulièrement. À présent que les fêtes de Noël sont passées, Adélie a quelques mois de répit. Tous les ans, en juin, Julia vient passer une semaine à Lyon avec Jeanne et les jumelles. Les rouages du cerveau d'Adélie tournent à une vitesse effrénée, en même temps qu'elle fait remonter la fermeture éclair de sa longue parka. Exceptionnellement, elle lui demandera de venir à la fin du mois d'août, peut-être même en septembre, quitte à ce que ce ne soit que pour 2 ou 3 jours. Surtout, ne pas gâcher leur été. À la boutique, c'est la saison la plus importante pour sa fille. Celle où tous les touristes affluent, ceux qui s'étonnent et s'agacent de trouver de la pluie au bord de l'océan. Oui, voilà ce qu'il faut faire. Repousser la venue de Julia à la fin de l'été et en attendant, biaiser. Ce qui ne devrait pas être difficile puisque d'ici là, les seuls contacts seront téléphoniques et rares. Vous savez, il reste du temps dont vous pouvez profiter. Je sais que ce que je vous dis doit paraître dérisoire, mais l'évolution peut être lente, alors essayez au maximum de vivre comme si de rien n'était. Tente le médecin, en se levant à son tour pour la raccompagner à la porte. Adélie se retient de demander comment elle pourrait vivre comme si de rien n'était, alors que ses mains et ses jambes la lâchent petit à petit, et qu'il lui est impossible de lutter contre son corps qui, progressivement, gèle de l'intérieur. Le regard vide, elle se contente d'acquiescer et s'empresse de sortir. Soudain, tout ce qu'elle veut, c'est être seule, loin d'ici. Au moment de tendre sa carte vitale à la réceptionniste, son téléphone vibre. Elle le sort de son sac à main. Ses gestes sont désordonnés, imprécis. Elle manque de le faire tomber sur le carrelage, peste contre ses doigts qui s'acharnent à se mettre en grève aux moments les plus inopportuns. Par sécurité, elle le pose sur le guichet, découvre un message de son amie Muriel qui s'affiche sur l'écran. « Alors, verdict? Tu es mourante ou on a encore quelques années devant nous pour papoter en sirotant du thé et en se goinfrant de brownies ?» Adélie sourit tout en tapant le code de sa carte bancaire. Une fois dehors, elle inspire profondément l'air glacial de la rue, jusqu'à en avoir mal aux poumons. Avoir mal, c'est toujours mieux qu'être anesthésiée. Elle voudrait appeler Muriel, mais elle craint que sa voix la trahisse. Alors, elle se contente de pianoter sur son téléphone en bénissant l'inventeur de la saisie semi-automatique. On a tout le temps pour prendre des kilos aux hanches et aux fesses, je te rassure. Chapitre 4. Avril 2021. Au comble de l'émotion, Adélie ne peut s'empêcher de porter une main tremblante à son cou quand, à la télévision, une voix féminine lance le compte à rebours en anglais, d'un ton atone. 9, 8, 7. À Cap Canaveral, à plus de 7000 km d'elle, Thomas Pesquet s'apprête à s'envoler pour la seconde fois, direction l'ISS. La date du 23 avril 2021 restera gravée dans l'histoire. Soudain, Adélie songe à quel point elle a bien fait, en novembre 2016, d'aller jusqu'à Baïkonour pour assister au décollage du Soyouz, la première mission dans l'espace pour Thomas. Ce voyage semblait de la pure folie, et il n'a malheureusement pas été sans conséquences, c'est vrai. Mais jamais elle n'aurait eu la force de se rendre aujourd'hui aux États-Unis pour voir de ses propres yeux le départ de la fusée SpaceX. Elle l'ignorait à l'époque, mais c'était sa seule et unique chance d'assister à un tel spectacle. Et elle ne peut que se réjouir, au fond, d'avoir osé la saisir. À présent, elle est bien mieux ici, dans son salon, confortablement installée dans son fauteuil scandinave, un grand mug de thé à la bergamote brûlant posé sur la table basse. Son préféré depuis toujours. Et même si elle doit se contenter de regarder cet événement à travers l'écran de sa télévision, elle fait partie des rares privilégiés qui savent l'effet que l'on ressent lorsque les gaz commencent à rugir, lorsque tout à coup le ciel noir d'encre s'illumine, lorsque le sol se met à vibrer sous les pieds. Adélie n'a rien oublié. Il lui suffit de fermer les yeux pour se retrouver au cœur des steppes glaciales du Kazakhstan. Transi de froid met le cœur en ébullition. Il lui suffit de fermer les yeux,
et la réalité mordante du quotidien s'efface durant quelques précieux instants. Sa mémoire met de côté ses muscles qui flanchent et ses nerfs qui ont décidé de s'éteindre à petit feu. Ne reste plus que cette immense fusée blanche, prête à déchirer le ciel de Floride. Et en un sens, c'est tout ce qui compte. L'instant présent. À quoi se raccrocher d'autre, de toute manière? La voie mécanique jette un « zéro » à toute allure, pour compenser le fait que, contrairement à ses 10 prédécesseurs, ce chiffre a le culot d'avoir 2 syllabes. Aussitôt, Adélie rouvre les yeux pour ne rien manquer du spectacle qui, elle le sait, ne durera que quelques minutes à peine. Le temps file comme le sable, toujours. Ses doigts et son pouce forment un V posé sur ses clavicules, sa gorge est nouée, sa bouche légèrement entr'ouverte. Son souffle coupé, sans même qu'elle s'aperçoive qu'elle a cessé de respirer. Elle est comme figée, les yeux rivés sur l'écran devant elle, tandis que des flammes éblouissantes jaillissent enfin sous le lanceur. Lentement, la fusée commence à s'élever. Adélie est fascinée par le contraste entre la violence de l'événement et l'impression hypnotisante de douce harmonie qui s'en dégage malgré tout. De l'autre côté de l'océan Atlantique, les applaudissements fusent, mais elle retient encore l'air dans sa cage thoracique. Une poignée de secondes suffit pour qu'une énorme boule de feu ovale illumine le pas de tir, accompagnée de volutes de fumée tapissant le sol. La sphère orangée monte toujours plus haut, toujours plus vite. Et, dans le cerveau d'Adélie, l'image se superpose soudain à celle du générique d'un vieux film. « Allô maman, ici bébé ». En souriant pour elle-même, elle songe qu'aucun commentateur avec l'envie de se démarquer n'a encore pensé faire le parallèle entre une fusée qui s'envole et un spermatozoïde à la recherche d'un ovule. La fusée prend de la vitesse. Émue, Adélie visualise Thomas plaqué contre son siège étroit, écrasé par la poussée phénoménale de l'engin qui l'emmène à 400 km au-dessus de la Terre. Dans un coin de l'écran, un petit cercle, semblable au compteur de vitesse d'une voiture, indique 819 km à l'heure. On pourrait croire que le jour se lève, que ce n'est pas un vaisseau spatial qui grimpe vers les étoiles, mais le soleil qui débarque à toute vitesse, comme s'il avait eu une malencontreuse panne de réveil et qu'il tentait à tout prix de rattraper son retard pour que des milliards d'êtres humains puissent commencer à vaquer tranquillement à leurs occupations. Au bout de 2 petites minutes, qui semblent une éternité tant le temps dans cet appartement du 7e arrondissement lyonnais est suspendu. La boule de flamme n'est plus qu'un minuscule point lumineux qui finit par disparaître. Le bruit sourd si caractéristique s'est évanoui, lui aussi. D'instinct, les épaules crispées d'Adélie se relâchent, s'affaissent. Son regard quitte le petit écran pour observer la fumée translucide qui s'échappe de sa tasse de thé. Il est parti. Tout s'est bien passé. Il est parti. Certes, elle ne sera vraiment sereine que le lendemain, au moment où la capsule Crew Dragon s'arrimera enfin à l'ISS, après avoir effectué environ 15 tours de la Terre, en montant à chaque fois un peu plus en orbite pour se rapprocher de la Station spatiale internationale. Une promenade de santé, sourit-elle, en attrapant la télécommande pour éteindre la télévision. Les enthousiastes commentaires en anglais auxquels elle ne comprend presque rien s'évanouissent, et le silence envahit de nouveau le salon. Adélie reprend son mug, souffle sur le liquide ambré, avant d'en boire une gorgée. Quelques instants plus tard, la tasse en céramique vient s'écraser sur le parquet, et le thé se répand en une flaque qui forme une étrange virgule. Adélie reste assise sans bouger, paralysée, puis elle croise les mains contre sa poitrine, comme pour protéger les coupables, celle-là même à qui elle ne peut plus se fier. Elle va devoir éponger le thé très vite si elle veut éviter que le parquet s'abîme. Et surtout, elle va devoir songer à appeler Julia. Chapitre 5. « Je ne comprends même pas comment tu peux me demander une chose pareille, maman !» fulmine Julia, en faisant les 100 pas dans le jardin. Les jumelles jouent dans l'herbe tandis que Jeanne fronce les sourcils pour tenter de comprendre de quoi il retourne. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te prévenir avant, mais Muriel a mis du temps à caler les dates. Je me suis dit que ce ne serait pas un problème si, pour une fois, vous veniez fin août plutôt qu'en juin, » rétorque Adélie à l'autre bout du fil, embarrassée. Julia a beau remarquer à quel point sa mère est mal à l'aise, elle n'éprouve pas la moindre empathie à son égard. Son égoïsme est habituel, mais elle est malgré tout sidérée de constater comme sa mère ne pense jamais qu'à elle.
Comment peut-elle avoir prévu de partir une semaine fin juin, faire de la randonnée en montagne avec son amie qui vit à 2 pas de chez elle et qu'elle peut voir n'importe quand? Elle a établi son petit programme dans son coin, sans en avoir rien à faire d'annuler leur venue estivale. Typique. Madame Moi-Je dans toute sa splendeur. Mais enfin, comment tu peux imaginer 2 secondes qu'avec la boutique, je puisse venir passer une semaine à Lyon fin août alors que la saison n'est même pas terminée? Tempête Julia. Elle est si agacée du comportement de sa mère qu'elle arrache rageusement une poignée de feuilles de laurier, immobile devant la grande haie qui sépare leur jardin de celui de leurs voisins. Puis elle reprend ses allées et venues, incapable de rester plus longtemps sans bouger. « Je sais, bien sûr, je comprends. Je me disais juste que vous pouviez peut-être venir le dernier week-end d'août et rester jusqu'à la rentrée du jeudi, » bredouille Adélie. « Non, je suis désolée, ce n'est pas possible. Le dernier week-end, ce sera encore 2 grosses journées à la boutique. Et le mardi, les jumelles ont leur pré-rentrée. On doit apporter toutes leurs affaires à l'école. Elles rencontreront leur maîtresse pour la première fois. C'est très important, » conclut Julia d'un ton sans appel. Assis dans la pelouse à côté des jumelles, qui s'extasie devant une longue colonne de fourmis, Jeanne lui fait un signe de la main pour essayer de l'adoucir un peu. Tout à son exaspération, elle l'ignore délibérément. « On peut peut-être aller chez ta mère le dernier week-end d'août et rentrer le mardi en partant très tôt, » chuchote-t-il, sans se laisser abattre par Julia, qui s'obstine à lui tourner le dos. D'un geste de la main, elle le chasse comme elle le ferait d'un vulgaire moustique qui aurait l'audace de tournoyer près de son oreille. Adélie insiste, encore. Elle ne sait plus comment éviter que la discussion s'envenime. Tout ce qu'elle veut, c'est que Julia passe l'été le plus normal possible. Le dernier, avant que tout change. Le dernier tout court, sans doute aussi. Je comprends. Et si vous veniez en avion, pour une fois, ça ne prendrait qu'1 heure à peine et vous pourriez ne rester que 2 jours, le premier week-end de septembre après la rentrée des petites. Tente à nouveau Adélie, de la voix la plus douce possible. Julia se ronge l'ongle du pouce, tout en observant Iris et Capucine, qui commencent à se chamailler. Sa mère profite de ces quelques secondes de silence pour ajouter « Je peux payer les vols, ça ne me gêne pas du tout. » Vexée, Julia étouffe un rire narquois, comme si tout se résumait à une question d'argent. « Le premier week-end de septembre, on est déjà pris, je suis désolée. On est invité au mariage d'un collègue de Jeanne. Je sais que pour toi, ce genre d'événement n'a pas la moindre importance, mais pour nous, si. » Assène-t-elle, acerbe. À l'autre bout de la France, Adélie ne dit plus rien. Elle est affolée de ne pas réussir à trouver une date qui convienne à sa fille. Mais elle sait qu'à ce stade, celle-ci est trop agacée pour écouter quoi que ce soit et chercher une solution. Elle n'a donc pas d'autre choix que de se résigner et de coucher son roi. Échec et mat. Il n'y a plus qu'à espérer que Julia réfléchisse durant quelques jours, retrouve son sang-froid et la rappelle pour lui proposer quelque chose. Et si jamais sa fille demeurait campée sur ses positions, tout ce qui lui resterait à faire, ce serait de revenir sur son mensonge, prétendre qu'elle a décidé d'annuler sa fausse randonnée avec Muriel pour qu'ils viennent en juin, comme c'était prévu à l'origine. Il n'y a rien de plus à dire pour le moment, malheureusement. Le cœur lourd, elle raccroche sans qu'une solution ait été trouvée et sans que Julia ait fait mine d'en chercher une. « Tu es dure avec ta mère. Elle ne part jamais en vacances, alors pour une fois qu'elle a l'occasion de faire quelque chose avec une amie, tu devrais peut-être te montrer plus conciliante, non ?» lance Jeanne tout en épluchant 2 bananes pour le goûter des jumelles. Julia soupire, déjà contrariée que son mari ne se range pas dans son camp. Dès qu'il s'agit de la famille, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ou, plus exactement, dès qu'il s'agit de sa mère. S'il n'en tenait qu'à lui, il faudrait toujours se plier en 4 pour elle, quand bien même elle ne fait jamais le moindre effort en retour. De toute manière, il ne peut pas comprendre. Personne ne peut comprendre la relation que Julia entretient avec sa mère. Personne. « Et puis, tu es au courant que le mariage d'Arnaud, c'est en octobre et pas en septembre ?» interroge Jeanne, les sourcils froncés. Julia hausse les épaules, une manière d'avouer son mensonge sans pour autant en éprouver la moindre culpabilité. « Je ne vois pas pourquoi on devrait en permanence s'adapter à l'emploi du temps de ma mère. Elle a déjà changé les plans à Noël en nous imposant de venir le fêter chez elle parce qu'elle n'avait pas envie de faire le trajet jusqu'ici. Alors maintenant, ça suffit. Sans compter qu'elle n'a jamais bouleversé un seul de ses projets pour nous, je te signale. » Jeanne secoue la tête, conscient que la colère qu'éprouve Julia risque de finir par se déverser sur lui. Dans la vie, tout ne peut pas toujours être fixé à l'avance, gravé dans le marbre. Il faut réussir à laisser de la place à l'imprévu, tente-t-il malgré tout.
J'ignorais que tu étais prof de philo, riposte Julia, tel un serpent prêt à mordre. Très drôle. Tout ce que je dis, c'est qu'on ne va à aucun mariage le premier week-end de septembre. Ça ne coûterait pas grand-chose de rendre visite à ta mère à ce moment-là, plutôt que de refuser à tout prix de la voir. Si son Thomas Pesquet avait prévu de passer une semaine chez elle en juin, ça ne lui serait jamais venu à l'idée d'annuler pour partir en randonnée au milieu de nulle part. Maugré Julia. Jeanne étouffe un rire. Il a beau trouver cette remarque digne d'une gamine jalouse, il sait qu'il vaut mieux ne pas trop plaisanter sur le sujet houleux que représente la passion d'Adélie pour l'astronaute. Terrain miné. D'ailleurs, Julia le fusille du regard et s'empresse de dresser la liste de ses reproches. Pendant sa première mission, elle était scotchée devant son écran en permanence. Rappelle-toi quand on est allé passer quelques jours chez elle et qu'elle ne décrochait pas de sa télé parce que son héros était sorti de sa soucoupe volante pour réparer je ne sais quoi à l'extérieur. Sans parler du nombre de fois où elle n'a pas hésité à sillonner la France pour assister à la moindre de ses conférences, au Bourget, à Toulouse, en Normandie. Oh, et quand elle est allée jusqu'à Lorient, il y a 1 an et demi pour l'accueillir après sa traversée de l'Atlantique à la voile. C'est bon, j'ai compris, marmonne Jeanne, à présent prête à changer de sujet pour éviter de déclencher un ouragan. Ce type est plus important pour elle que sa propre famille. Alors je ne vois pas pourquoi je ferais encore des efforts pour satisfaire ma mère. Surtout qu'en réalité, elle se fiche royalement de nous voir ou non, tu sais. D'accord, on fera ce que tu veux. Je pense qu'on pourrait très bien accepter sa proposition d'y aller le premier week-end de septembre. Mais si tu ne veux pas voir ta mère, on ne la verra pas, déclare Jeanne pour amadouer son épouse. Mais ce n'est pas moi qui ne veux pas la voir, c'est elle, explose Julia. Comment peux-tu être de son côté? Elle n'est même pas venue à notre mariage. Tu l'as oublié ou quoi? Notre mariage! Les jumelles sursautent, et le visage de Capucine commence à se chiffonner. Au moment où elles fond en larmes, Julia paraît encore plus exaspérée. Non, je n'ai pas oublié, comme tu dis, déclare Jeanne avec froideur. J'ai pardonné. C'est différent. Eh bien, que veux-tu que je réponde à ça? Il faut croire que tu es parfait et moi pas, assène Julia, en disparaissant à l'intérieur de l'appartement. Le jour où il aurait fallu mettre du mascara, 2016. Ils ont prévu la date il y a près d'1 an. Jeanne a fait sa demande au réveillon du Nouvel An, au moment où, autour d'eux, tout le monde s'embrassait en s'écriant avec enthousiasme « Bonne année ». Lui s'était penché vers Julia pour chuchoter à son oreille. « Crois-tu que 2016 serait une année pour m'épouser ?» Et, malgré sa surprise, elle avait hoché la tête, ravie. Presque aussitôt, ils ont choisi ensemble la date du 19 novembre, se sont empressés d'envoyer à leurs proches un petit carton noir et doré, afin que tous puissent griffonner dans leur agenda « Mariage de Julia et Jeanne ». Anticipé, organisé, ça a toujours été le fort de la jeune femme. Il semble donc n'y avoir aucune raison valable pour qu'au moment où elle s'apprête à sortir de la mairie, sa mère ne se trouve pas à ses côtés. Même son père, qu'elle voit très rarement, a fait l'effort de traverser l'océan Atlantique pour être présent aujourd'hui. Alors d'accord, il est venu avec toute sa petite famille, sa femme et les 2 enfants qu'il a fait pour remplacer le cocon qu'il avait perdu. Mais force est de constater que lui est présent au rendez-vous, vêtu d'un smoking noir et affichant un regard particulièrement fier. Il est là, au contraire de sa mère qui, elle, brille par son absence. Lorsqu'Adélie a annoncé qu'elle partait quelques jours au fin fond du Kazakhstan, dans un pays que Julia n'aurait même pas été en mesure de situer sur un planisphère, pour assister au décollage de cette maudite fusée, elle avait pourtant assuré que cela n'aurait aucun impact sur le mariage, qu'elle serait bien sûr de retour en France largement à temps pour assister à la cérémonie. Quelle mère je serais si je ne venais pas au mariage de ma seule et unique fille, enfin! Avait-elle ri, quand Julia s'était inquiétée de cet absurde voyage à venir. Et puis, fin octobre, le décollage de l'astronaute sur lequel elle faisait une fixette depuis déjà pas mal de temps avait été reporté de 48 heures. Ils n'ont pas le choix, ma puce. Il faut des conditions optimales pour que le vaisseau puisse s'approcher et s'arrimer au mieux à l'ISS, avait expliqué sa mère au téléphone. Mais cela ne changerait rien. Au lieu d'être rentrée en France le vendredi, j'arriverai à Biarritz pour être à tes côtés le samedi dans la matinée. Tout ira bien, fais-moi confiance. À peine quelques heures de battement, mais Julia avait voulu la croire. De toute manière, elle n'avait pas d'autre choix, puisqu'il n'était même pas venu à l'esprit de sa mère que le mariage de sa fille était plus important que le décollage d'une fusée sans intérêt. Aujourd'hui, pourtant, alors que Julia vient de signer le registre et que les cloches de l'église située à quelques pas de l'hôtel de ville sonnent 3 coups, sa mère n'est pas là. Mon avion au départ d'Astana a du retard.
Je fais tout ce que je peux. Je t'aime. Voilà le seul texto auquel elle a eu droit, la veille au soir. Depuis, rien. Julia suppose que sa mère est occupée à faire tout ce qu'elle peut. C'est-à-dire pas grand-chose. Dans sa robe de dentelle blanche, la jeune femme fait, elle aussi, tout ce qu'elle peut pour profiter de son mariage, pour sourire à Jeanne. Elle fait tout ce qu'elle peut pour mettre de côté la colère, le chagrin et le désarroi abyssal qu'elle ressent, en prenant conscience qu'encore une fois, sa propre mère n'est pas là pour elle. Jeanne lui tient la main en haut des marches de la mairie. Julia s'efforce de paraître joyeuse, tandis que leurs invités les aspergent de grains de riz. Ce matin, la coiffeuse a arrangé ses cheveux châtain foncé en un magnifique chignon haut tressé. Julia imagine déjà la pluie de riz qui se déversera au sol ce soir, lorsqu'elle retirera les épingles à cheveux une à une. Les flashs des appareils photo crépitent. Elle essaie de garder les yeux grands ouverts, même si elle est éblouie à intervalles réguliers. Surtout, elle essaye à tout prix de conserver le sourire heureux qu'elle a plaqué sur son visage. Jeanne descend quelques marches sans elle pour aller serrer sa propre mère dans ses bras. Julia reste au sommet, toujours à scruter, malgré elle, la petite foule du regard. Puis elle se résigne, baisse la tête pour s'apprêter à descendre l'escalier, et soudain, vacille. Pourtant, elle a pris soin de soulever légèrement sa robe pour voir où elle pose ses pieds chaussés d'escarpins crème au cuir si rigide qu'elle sent déjà l'arrière de sa cheville se révolter. Mais, au moment d'amorcer un mouvement pour rejoindre son mari, elle est incapable de bouger d'un millimètre. Paralysée. C'est comme si l'escalier d'une quinzaine de marches venait de se métamorphoser en un gouffre vertigineux. Comme si, d'un seul coup, Julia avait été propulsée au sommet d'une pyramide maya. Elle est prise d'un vertige si colossal, si violent, que ses pieds refusent d'obéir. Elle est là, faussement radieuse, piégée en haut de l'hôtel de ville. Elle voudrait appeler Jeanne au secours. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.